Simon Sroussi est en ligne avec nous de Jérusalem. Bonsoir Simon. Bonsoir. Simon Sroussi, vous avez été porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Vous êtes aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Vous êtes d'ailleurs dans le département des relations avec l'Europe. Alors d'abord, la première chose, on a appris dans le courant de l'après-midi que c'est François Bayrou lui-même qui a demandé à ce que les parties concernant les armements offensifs, il y a plusieurs formes d'armement évidemment, y compris des radars, on imagine, moi je ne suis pas du tout expert en armement, mais il y a des rayons d'armement, offensif qui étaient exposés au salon du Bourget et c'est le premier ministre en personne qui a demandé à ce qu'on cache les armements offensifs israéliens, ce qui est une mesure évidemment, de nouveau, moi je suis pas expert, mais, très, très humiliante. C'est où on vous invite ou on vous invite pas et où on décide pas pendant la nuit de, cacher une partie de ce que vous venez exposer. Quelle est votre réaction, vous, en tant que diplomate israélien à Jérusalem? Alors regardez bien, alors déjà c'est un plaisir d'être, de retour sur votre antenne, malheureusement dans des circonstances, complexes comme on le sait. À Jérusalem, je suis principalement focalisé sur, la situation de crise, sur la guerre que nous menons, contre l'Iran, et je n'ai donc pas suffisamment d'informations pour vous répondre sur la question spécifique du Bourget et la question spécifique donc, de de l'événement qui vient de se passer avec le fait qu'on a empêché les sociétés israéliennes d'exposer. Ce que je peux vous dire, c'est que l'industrie militaire israélienne qui, est une des plus sophistiquées au monde, qui permet notamment à de nombreux pays de se défendre, et qui fonctionne à plein régime aujourd'hui en Israël afin de permettre aux civils de ne pas mourir sous les missiles, iraniens est très importante. Elle a toujours été exposée dans les salons français, et c'est très, très malheureux si elle ne peut pas l'être, que ce soit au Bourget, à Euronaval ou à Eurosatory. Est-ce que c'est une mesure vexatoire pour vous? Encore une fois, Bernard, je ne veux pas rentrer dans les détails et je pense que, notre ambassade, à Paris, serait mieux à même de vous répondre. Je n'ai pas suffisamment d'informations pour rentrer plus dans les détails. Parlons effectivement de la situation en Iran, puisque vous avez raison de souligner que c'est le plus important, et on dé bah, d'ailleurs, excusez-moi, on va faire le lien, mais avec, la France aussi. Emmanuel Macron dit: «On m'a pas demandé d'aider». Alors, c'était il y a quelques jours de cela, il avait dit: «Nous, la France, on aidera Israël à se défendre», ce qui était une position évidemment, tout à fait louable et là, dans le courant de la journée, il a dit: «Ah mais on nous a rien demandé». Qu'est-ce que vous en pensez? La France a historiquement eu, une position relativement ferme, voire très ferme vis-à-vis de l'Iran, que ce soit lors des négociations du JCPOA, à l'époque d'Obama, ou par la suite. La France fait partie des pays occidentaux qui ont conscience de la menace que représente, l'Iran, non pas seulement pour Israël, non pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour l'Europe et pour l'ensemble du monde libre et la stabilité, de la planète et c'est quelque chose de très important et je pense que les officiels français aujourd'hui en ont encore conscience. Il y a, si je ne me trompe pas, des Français qui sont encore, emprisonnés en Iran à l'heure actuelle, et donc la France a une position, heu, ferme vis-à-vis de l'Iran et c'est quelque chose, qui est important. Maintenant, on est dans une toute autre phase aujourd'hui. Israël a lancé une opération historique en Iran, une opération, qui porte le nom de Am Kelavi dont l'objectif est double: éliminer la menace nucléaire et la menace balistique iranienne contre l'État d'Israël. Je vous rappelle que l'Iran est un pays gigantesque de plus de 100 millions d'habitants et la République islamique iranienne n'a fait depuis son existence, depuis qu'elle arrive au pouvoir en 1979, il n'a fait que travailler afin et elle le dit de ses propres mots, ses leaders le disent de leur propre voix, afin de détruire, l'État d'Israël et ce n'est pas uniquement des déclarations, cela se fait sur le terrain avec la construction d'un arsenal balistique de dizaines de milliers de missiles et quand il y en a quelques-uns qui tombent en Israël, on voit les dégâts, on voit le nombre de morts, mais l'objectif est la construction de dizaines de milliers de missiles balistiques avec plus d'une tonne
d'explosifs à l'intérieur et en parallèle, la construction, excusez-moi, d'un arsenal, le développement d'un programme nucléaire, qui est, ces derniers mois, ces dernières semaines, arrivé à son paroxysme, à un point extrêmement élevé, comme cela n'a jamais été le cas, auparavant. Et donc, nous considérons ici en Israël que cette menace existentielle est aujourd'hui arrivée à un point, qui nous oblige à agir afin de protéger notre notre population, de protéger notre pays, de protéger les générations futures, en Israël. Et cela s'ajoute, je tiens à le rappeler, à la formation, la construction d'armées, terroristes tout autour d'Israël, que ce soit le Hezbollah au Liban, le Hamas, à Gaza, les milices en Syrie, les Houthis, qui sont financés à coups de milliards de dollars par le régime des mollahs. Et donc, c'est vraiment un programme, heu, qui est très pratique, qui se retrouve dans les faits, qui fait partie du budget de la République islamique, d'Iran, afin de détruire l'État d'Israël. Et nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons plus accepter cela. La menace est trop importante et donc nous avons décidé d'attaquer de façon, foudroyante et de façon extrêmement ferme, afin de neutraliser ces 2, les 2 menaces avec lesquels j'ai commencé, c'est-à-dire les missiles balistiques et le programme nucléaire. Pourquoi maintenant? Il y a 2 possibilités, peut-être vous allez nous en donner une troisième, mais soit, heu, Oui. vous êtes arrivé excusez-moi, vous êtes arrivé à la conclusion que les Iraniens étaient arrivés à quelques semaines de la production d'une bombe, c'est ce que j'ai entendu en Israël, mais j'entends le contraire du côté de ceux qui, du côté iranien. Ils disent: «Non, il fallait 2 ans encore pour avoir une bombe». Donc ils ont attaqué maintenant parce qu'ils le souhaitaient. Vous allez me dire quel est votre point de vue, vous, en tant que, ministère israélien des Affaires étrangères et membre de ce ministère? Et donc ça, voilà, c'est une première vision. La deuxième, c'est que Benyamin Netanyahou s'est dit à un moment: «Bah, voilà, c'est une guerre que je n'ai pas choisie, le 7 octobre, tout ça effectivement est financé et armé par l'Iran. Le Hamas, c'est la situation qu'on connaît. Le Hezbollah n'est plus que l'ombre de lui-même. Le régime de Bachar el-Assad est tombé et maintenant, bah, je vais à la source. C'est quoi? Et donc je vais ailleurs. Quel est le d'après vous, quelle est la grille de lecture? Alors, excellente question et vous avez apporté des éléments très importants, Bernard. Je vais commencer avec, pourquoi maintenant? Déjà, je vous conseille de ne pas écouter ce que les Iraniens, les officiels iraniens disent. Malheureusement, Sur les 2. en général, c'est très loin de la liberté, c'est très loin de la vérité et de la liberté aussi. Et en parlant de liberté, je mentionnerai juste une chose, comme le Premier ministre l'a dit: «Cette guerre n'est pas contre le peuple iranien, n'est pas contre le peuple perse, qui est un grand peuple, qui est une grande civilisation. Elle est contre le régime, des mollahs, contre son programme balistique et son programme nucléaire». Il y a eu ces derniers mois, ces dernières semaines, des avancées dramatiques dans le programme nucléaire. Donc très, très concrètes, des avancées très concrètes qui propulsent, l'Iran beaucoup plus proche, de la bombe qu'elle ne l'était auparavant. Et en parallèle aussi, des tentatives redoublées d'étoffer et d'accélérer le programme balistique, qui représente aussi une menace énorme pour l'État d'Israël. Je vais être très clair sur ce point. Des milliers, voire des dizaines de milliers de missiles balistiques qui ont, avec chacun, plus d'une tonne de matière explosive à l'intérieur, c'est une menace, terrible pour l'État d'Israël sur un petit territoire comme nous le connaissons. Donc c'est la combinaison de ces 2 avancées, à la fois nucléaires et balistiques, ces dernières semaines, ces derniers mois, qui nous ont poussés à agir maintenant, car si nous ne le faisions pas maintenant, nous arrivions à un point, où malheureusement, il devenait beaucoup plus compliqué d'agir et nous serions rentrés dans une 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 vraie période, où une menace existentielle planerait sur l'État d'Israël et où, le régime des mollahs qui il faut le rappeler, on n'a pas affaire à des pays européens, on n'a pas affaire à des pays rationnels, on a affaire à un régime, islamiste,
fanatique qui massacre sa propre population, qui propage le terrorisme, le fanatisme, l'obscurantisme et la terreur à travers le monde, qui s'insère au sein des pays où il y a des crises, comme la Syrie, comme le Yémen, qui profitent des guerres civiles pour aller, entraîner, financer, armer des milices qui sont, elles-mêmes fanatisées. Donc c'est à ce pays-là c'est à ce régime-là que nous avons affaire et nous ne pouvions pas leur permettre de franchir la ligne, où cette menace existentielle, devenait, réelle. C'est la raison pour laquelle nous avons, agi. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, heu par rapport à la seconde partie de votre question, je pense qu'il faut comprendre qu'après le 7 octobre, il y a un changement de paradigme en Israël. Nous avions pensé pendant des années, des décennies, que nous avions des conflits avec nos voisins, heu, nous avions, parfois des guerres, mais qu'il y avait un certain équilibre qui était toujours respecté. Et nous avions, à tort, laissé des armées terroristes s'armer à nos frontières de milliers de missiles, de dizaines de milliers de missiles. Heu et nous pensions qu'il y avait une certaine logique, une certaine rationalité qui ferait que, ils n'oseraient pas attaquer parce que le coût était trop important à payer, parce qu'il y avait un certain effet de déterrence, de dissuasion, pardon. Et je pense que ce paradigme a explosé avec le 7 octobre. On s'est rendu compte que non, qu'il y a pas la même logique de l'autre côté et qu'ils sont prêts à payer un prix très cher pour nous détruire et que leur vrai objectif, quand je dis eux, c'est bien sûr les organisations, terroristes, l'axe, iranien, ce n'est pas toute la population de l'autre côté. Il y a aussi des acteurs, pragmatiques et plus ou moins modérés. Mais il y a aussi beaucoup de fanatiques, beaucoup d'organisations terroristes et ces organisations-là, elles veulent nous détruire et elles sont prêtes à briser cette espèce d'équilibre qui était en place. Alors et à partir du 7 octobre, je vais juste finir là-dessus, Bernard, après ce 7 octobre, nous n'acceptons plus cette réalité. Nous n'acceptons plus d'avoir des fanatiques à 50 kilomètres de Tel Aviv, de l'autre côté de la frontière, avec des dizaines de milliers de missiles et nous n'acceptons pas d'avoir Téhéran, d'avoir le régime iranien à des milliers de kilomètres, à des centaines de kilomètres, qui est surarmé et qui acquiert des armes de destruction massive pour pouvoir nous menacer parce qu'un 7 octobre du côté iranien, s'il a été réalisé, par l'Iran, c'est des conséquences qui sont encore plus graves que les conséquences catastrophiques du 7 octobre et ça, nous ne l'acceptons plus et c'est ce nouveau paradigme-là. Nous allons frapper nos ennemis, même s'il y a un prix à payer, nous les frapperons car nous n'acceptons plus qu'ils aient la capacité, de nous détruire. Alors, Car la volonté, ils l'ont et ça, nous le savons malheureusement maintenant. mais alors d'ailleurs, vous m'amenez à ma dernière question. Au demeurant, j'ai vu un expert israélien dire, on peut aller jusqu'à 4 000 morts. Alors moi, je posais la question, j'ai 4 000 morts, mais en Israël? Oui, oui, en Israël. Alors, c'est la limite, d'après ce que dit cet expert. Mais vous savez, il y a toujours des experts, mais ça fait tout le monde est expert dans les guerres. Tout le monde est expert du nucléaire, tout le monde est expert de la guerre. Moi, je le suis de aucun de ces 2 domaines. Par contre, combien de temps? C'est une question que se posent les gens qui nous écoutent. Combien de temps ça peut durer? Quand je regarde, comme vous le soulignez vous-même d'ailleurs, quand je regarde les images, mais on n'est pas du tout dans un conflit, même avec le Hezbollah, hein, même avec le Hezbollah. Je suis allé à Mettoula, c'est pas ça, hein. Là, c'est des missiles balistiques, c'est des immeubles de Petah Tikva ou de Bat Yam, en plein Israël. C'est des images, terribles. Or, et je vous dis, ce sera ma dernière question, moi, j'ai appris à l'université de Tel Aviv qu'Israël doit faire des guerres courtes et proches. Alors vous allez me dire: «Bernard, vous étiez pas étudiant hier non plus». Ce qui est vrai, mais ça fait plusieurs années. Mais ceci étant, combien de temps Israël peut tenir avec autant de dégâts dans une guerre qui est loin et longue? Alors, cette guerre est loin, on ne sait pas encore si elle va être longue. Je ne me risquerai absolument pas à avancer un chiffre sur le nombre de pertes que nous pourrions ou ne pourrions pas tolérer. Ce que je peux dire, c'est que pour la quasi-totalité de la population israélienne, c'est une guerre qui est nécessaire. Il y a un réel consensus
Vous savez comme moi, la population, israélienne est polarisée comme dans beaucoup de démocraties, occidentales ces dernières années sur plein de sujets. Là, ce n'est pas le cas. Il y a un réel consensus national. Cette guerre est une nécessité. Nous luttons pour la capacité des générations futures à vivre sur cette terre, pour que le peuple juif puisse continuer à vivre sur sa terre, heu, que l'État-nation juif puisse continuer à s'épanouir ici. Et je pense que l'État d'Israël est prêt à encaisser des coups afin d'atteindre cet objectif. Ce sont des coups qui sont extrêmement douloureux. Ce sont des coups que qui avec lesquels nous pleurons tous les jours et nous pleurons chaque mort. Et nous sommes une société qui pleure ses morts, une société qui célèbre la vie, qui ne célèbre pas la mort. Et nous faisons tout pour limiter les morts, mais malheureusement, de l'autre côté, les missiles sont très souvent tirés directement sur des zones civiles et ils frappent des femmes, des enfants et c'est quelque chose d'absolument terrible. J'espère de tout mon cœur que le nombre de civils et le nombre de morts va rester le plus bas possible. La société israélienne au jour d'aujourd'hui est unie et elle encaisse les coups afin d'atteindre nos objectifs qui sont très clairs et nous espérons que, le plus rapidement possible, nous pourrons les atteindre et revenir à une situation, beaucoup plus calme pour, toute la région. Simon Sroussi, merci d'avoir été, l'invité de Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes membre du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Vous êtes membre du département qui s'occupe plus particulièrement des relations avec l'Europe. Merci pour ces quelques minutes sur Radio Shalom, sachant que, bien sûr, vous êtes, extrêmement pris, mais vous avez voulu parler à nos auditeurs directement. Je vous remercie. Bonsoir alors. Bonsoir, merci encore, de m'avoir reçu sur votre antenne et bonsoir à tous nos auditeurs.